Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 novembre 2021. Habituellement, les lundis sont assez calmes sur les marchés. Ce n'était pas le cas hier, on a pu constater des mouvements assez conséquents. Alors, le marché qui a attiré le plus l'attention, c'est le marché, encore une fois, des crypto-monnaies. Après que la société Phunware a confirmé l'achat d'une grande quantité de Bitcoin, cela a entraîné un renforcement des prix des principaux actifs numériques. Mais dans la soirée, ces hausses ont été effacées, ces hausses du début de séance. Et donc la correction sur le marché des crypto-monnaies pourrait s'approfondir davantage, hein. On en a parlé hier, on mettait en garde contre ce marché qui restait en grand danger. Alors sur le vieux continent, en Europe, les indices ont eu du mal à trouver une direction claire et commune après le sell-off de la semaine dernière. Alors effectivement, nous l'avons dit, ce sont les cas de Covid-19 et de possibles mesures de confinement dans d'autres pays européens qui ont inquiété les investisseurs et donc pesé sur le sentiment de marché. Alors à Wall Street, les indices ont vacillé, hein. Le S&P 500 a grappillé quelques points, ça lui a permis d'atteindre de nouveaux records. Le Dow Jones a gagné 250 points, soutenu par les valeurs bancaires, après que le président Joe Biden ait nommé le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, pour un second mandat de 4 ans. Cela a alimenté les attentes d'une hausse des taux aux États-Unis dans le courant de 2022. Alors, Lael Brainard, qui était seconde candidate possible, sera vice-présidente. Alors, à noter que le Nasdaq a effacé ses hausses initiales, hein, pour terminer dans le rouge. La nomination de Powell a pesé sur le marché obligataire et donc, d'une manière générale, sur les valeurs de croissance. Il faut savoir qu'il y a eu aussi beaucoup d'impact, hein, sur le marché des changes. On va le voir, et d'une manière générale, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en proposant au Congrès une reconduction pour le président actuel, pour Jérôme Powell à la tête de la Fed, en désignant en parallèle Lael Brainard en tant que vice-présidente de la Fed, ça permet à Biden d'éviter de se confronter directement avec le camp républicain moins d'un an avant les élections de mi-mandat. Mais donc concrètement, il ouvre la voie à une accélération de l'arrêt des achats d'obligations, voire un relèvement des taux d'intérêt. Mais bon, au moins les marchés, les investisseurs savent à quoi s'attendre, hein. S'il aurait nominé à la place, s'il aurait nommé à la place de Jérôme Powell Lael, alors dans ce cas-là, ça aurait été différent. Ça aurait été Lael Brainard, on aurait été un peu plus dans l'incertitude, hein, concernant la politique monétaire pour l'année 2022. Concrètement, le dollar américain s'est apprécié dans la foulée, hein, dès l'annonce de la nouvelle, une hausse qui s'est poursuivie un peu plus tard dans la soirée. On va voir le dollar américain en hebdomadaire, vous savez, on avait un double creux, on est en train de s'approcher considérablement de l'objectif théorique. Alors, concernant d'autres actualités, à noter qu'il y a de plus en plus de rumeurs, hein, qui circulent, des rumeurs qui disent que les États-Unis annonceront la libération de leurs réserves stratégiques de pétrole dès aujourd'hui. Alors l'OPEP a déclaré que si les réserves étaient libérées, elle serait forcée de reconsidérer l'augmentation de la production lors de sa prochaine réunion. Donc une libération coordonnée des réserves stratégiques qui pourrait être contrée, hein, par l'OPEP. Donc visiblement, c'est un scénario que l'on connaît assez bien pour ceux qui suivent le marché pétrolier depuis longtemps. On est pour le moment dans une guerre des mots. Très souvent, c'est le cas. Une guerre des mots qui pourrait aboutir à une nouvelle guerre des prix. Donc, prudence, hein. Donc, effectivement, si l'OPEP+ venait à réduire considérablement la production, cela pourrait anéantir les efforts, notamment des États-Unis, hein, de baisser les prix de l'essence en libérant les réserves stratégiques. On notera également d'un point de vue géopolitique que les États-Unis envisageraient d'envoyer des conseillers militaires et d'armes en Ukraine face à la menace d'une invasion de la Russie. Voilà pour l'actualité. Un lundi qui a été chargé, hein, une fois n'est pas coutume, et donc une baisse qui semble se poursuivre. Ici, on le voit, le DAX en net repli. Souvenez-vous, hier, on avait parlé des PMI. C'est dans pas longtemps, c'est à 9h30, hein, on a la même donnée française qui sera publiée dans 4 minutes. Et donc les PMI seront décisifs, hein, on sera sur l'indice DAX très probablement lors de la publication. Donc vous voyez le CAC 40 qui confirme sa faiblesse, la baisse qui se poursuit. C'est la 4e séance consécutive de baisse
pour le moment. On repasse sous le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. On se dirige vers le seuil psychologique des 7000 points. Alors dans 4 minutes, on prendra connaissance du PMI et ça aura un impact considérable. Concernant le DAX, une baisse également qui se poursuit. On est sous les récents sommets. Pas les récents sommets sont les records historiques à ce niveau-là, aux alentours des 16 300 points. Mais on est passé sous la barre des 16 030 points. Ce sont les sommets du 13 août. Donc là, la prochaine cible en cas de poursuite baissière serait à 15 840 points. C'est notre niveau de Kijun. Donc attention, ce matin, normalement à la publication de ce Good Morning Market, on aura intégré depuis longtemps les PMI flash. D'un point de vue intraday, voyez ici, les difficultés du DAX se matérialisent par un franchissement de nuages. On n'est pas passé par n'importe quel endroit. On a choisi une faiblesse de nuage. Ce n'est pas un twist, mais c'est une faiblesse. Les cours ont beaucoup plus de facilité à traverser un nuage par des zones qui sont relativement fines. Alors concrètement, traverser le nuage par ici pourrait s'avérer être très compliqué parce que le nuage agit comme un frein pour les cours et on pourrait assister à une reprise haussière. C'est beaucoup plus simple pour les cours de passer par ce genre de zone. C'est ce qu'a fait le DAX. Et vous voyez, on est sur une précédente projection V à 15 973 points. C'est ce qui tient pour le moment. Et dans 3 minutes, on prendra connaissance des PMI français. On y reviendra en cours de Good Morning Market. Les valeurs technologiques souffrent. Les valeurs technologiques donc se replient. On atteste ce graphique sur le Nasdaq. Un Nasdaq qui tente de casser sa Tenkan et qui pourrait aller se rapprocher du seuil psychologique à 16 000 points si cette tendance venait à se poursuivre. Donc la prudence est de mise, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, d'autant plus concernant les valeurs technologiques qui seront certainement les plus impactées par une poursuite de la baisse. Vous voyez ici en données H4, on se rapproche d'un twist, d'une faiblesse de nuage. Donc les données journalières ne sont pas rassurantes, les données H4 viennent confirmer cette vision baissière des indices. Le S&P 500, même topo que pour le Nasdaq, on voit ici cette faiblesse, on allait chercher les 161,8% hier dans un mouvement haussier, une impulsion haussière avant d'effacer toutes les hausses, 4666 points à l'heure actuelle. Et on pourrait aller chercher le retracement externe à 127,2%. La baisse pourrait être cassée début. On pourrait aller chercher les 4620 points. On le voit en données H4. Ici aussi, on est en train de franchir un nuage. Et si la lagging span venait à se désengager du nuage, cela constituerait une validation du signal baissier qui nous est donné à ce niveau-là, très précisément, en cas de sortie de nuage. Le Dow Jones, c'est celui qui a réussi à limiter la casse hier, mais aujourd'hui, il est en train de suivre le mouvement général des indices boursiers et il se replie considérablement. Donc, peut-être que cette séance sera une séance de baisse généralisée pour les indices. Donc, prudence. Dans une minute, déjà, on commencera par un premier chiffre qui nous proviendra de France. Donc, ici, en données H4, on voit que le Dow Jones est très mal orienté, on a déjà franchi le nuage, on a déjà validé le signal de vente et on a un gros support, c'est celui que l'on est en train d'attaquer à l'heure actuelle, que l'on retrouve ici. Vous voyez, en cas de cassure de ce support, le prochain serait à 34 920 points. Donc on pourrait tomber bien bas ici également pour le Dow Jones, une dynamique baissière qui pourrait se poursuivre au cours de la séance d'aujourd'hui. Voilà pour les indices boursiers. Très rapidement, qu'en est-il du CAC 40 Je pense que ce n'est toujours pas... Ah, c'est ressorti supérieur aux attentes. Donc, visiblement, ça pourrait permettre de limiter la casse lors de la session européenne. Donc, en France, un chiffre supérieur aux attentes concernant le PMI manufacturier pour novembre. Un chiffre qui est ressorti à 54,6. Les estimations tablées pour 53. Concernant le PMI des services, 58,2, largement au-dessus des estimations qui tablaient pour 55,9. Alors autour de l'Allemagne, dans 15 minutes, de nous publier ces chiffres flash PMI. On passe sur le marché des crypto-monnaies. Un marché de crypto qui ne parvient pas à retrouver des couleurs. Vous voyez la séance d'hier. Donc on a eu un catalyseur haussier, ça n'a pas été suffisant pour le marché des crypto-monnaies. Ici on a déjà un objectif pour le Bitcoin, souvenez-vous.
on a une vague baissière et cet objectif est assez éloigné. 42 000 dollars. On pourrait tomber très bas concernant le Bitcoin après avoir marqué un record historique. C'est tout à fait possible. Vous voyez, l'état de la lagging span, elle a le champ libre. Elle a une marge de manœuvre de plus de 10%. Donc on pourrait perdre plus de 10% avant d'envisager un éventuel rebond. Mais si on venait à céder 10%, on serait tout proche de valider un signal de vente. Et on aurait un nuage relativement faible. Donc on serait encore en danger. C'est pour ça qu'il est tout à fait possible de voir un Bitcoin à 42 000 dollars. On est certes à 55 000. À l'heure actuelle, ça paraît assez fou, mais on connaît le marché des crypto-monnaies, on connaît le Bitcoin. On va essayer de s'intéresser à une situation similaire. Vous voyez, la dernière fois qu'on allait chercher les 30 000 dollars, ça ressemblait énormément à la situation actuelle. Vous voyez, on avait une vague baissière ici. De la même manière que nous avons une vague baissière à ce niveau-là, on va faire un parallèle. On est vraiment dans une situation qui est similaire. Et cette vague baissière a abouti à un creux aux alentours des 30 000 dollars. Vous voyez, à partir du moment où le signal a été validé, il faut regarder la lagging span, on a eu une accélération baissière. Donc on pourrait voir le même scénario très prochainement. Et le déclencheur serait une sortie du nuage, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, on est sorti du nuage par le bas, accélération baissière. La Chico Span s'est désengagée du nuage. On a poursuivi en baisse pour aller chercher le support à 30 000 dollars. Donc le déclencheur serait une sortie du nuage par le bas. Et si la Chico Span parvient également à se libérer du nuage, effectivement les 42 000 dollars seraient tout à fait plausibles. Et notez que la dernière fois, on est allé chercher une projection de Soda. C'est précisément ce que l'on est allé chercher. Vous voyez la projection ici. Une projection E, très précisément. Donc ça pourrait être le cas, encore une fois, et notre projection E est à 42 000 dollars. Donc voilà pour le Bitcoin, je tenais à vous faire ce parallèle qui nous permet de voir qu'effectivement, la correction du marché des crypto-monnaies pourrait se poursuivre. On va voir très rapidement en données H4, ça ne nous donne pas plus d'informations. On est sous tout élément Ishimoku, sous la Tenkan, sous la Kijun et sous le nuage. Alors Ethereum, d'une manière générale, c'est comme le Bitcoin. On a une vague baissière ici qui nous fournit des objectifs que l'on a énoncés. Il me semble que c'est un objectif E que l'on pourrait aller chercher à 3040 dollars. Dogecoin qui continue son repli, Polkadot également. On pourrait s'attaquer au nuage. Attention à la cassure ici des 38,62. Cardano, on a un objectif 1,4676, projection de Soda V. Et donc, grosso modo, voilà pour le marché des crypto-monnaies. On passe sur le marché des matières premières qui est très intéressant. Vous voyez le repli considérable de l'or. L'or qui cède du terrain, qui va chercher le seuil psychologique des 1800 dollars. C'est bien le support que l'on avait abordé hier. Et effectivement, ce support, on est allé le chercher. Donc, un gold qui pourrait aller chercher la moyenne mobile 50. C'est la prochaine cible, celle que l'on retrouve sur ce graphique en orange. 1789 dollars environ. Attention, en cas de cassure de ce niveau-là, il serait très facile de franchir le nuage. Vous voyez, nous avons un twist. Donc, décidément, le thème du Good Morning Market d'aujourd'hui, c'est les twists et les faiblesses de nuages que l'on rencontre un peu partout. En données H4, beaucoup plus alarmant, signal de vente pour l'or, validé par la lagging span. Donc autant vous dire que l'or pourrait approfondir la baisse. Et on a même invalidé une figure chartiste sur le silver. Sur l'argent, on avait une figure en épaule, tête-épaule inversée. C'était très prometteur, la validation de cette figure chartiste. Vous voyez, une première épaule, la tête, la seconde épaule. Cela aurait pu aboutir à 28 dollars pour l'argent. On a complètement invalidé le signal et donc cette figure n'est plus valide. Une autre matière première qui a attiré notre attention, c'est le pétrole. Le pétrole qui est à l'intérieur du nuage en données journalières. Alors là, on fait face à une partie d'échec sur le marché pétrolier, une partie d'échec qui oppose les États-Unis aux pays membres de l'OPEP+. Donc on va attendre le prochain coup des États-Unis, ce sera la libération très certainement annoncée aujourd'hui des réserves stratégiques. Et ensuite, on aura une guerre des mots, des annonces de l'OPEP+,
des éventualités, des propositions de l'OPEP+, et la prochaine réunion sera le prochain coup de l'OPEP+. Donc, prudence sur le marché pétrolier, très difficile d'avoir une vision moyen terme. On ne peut intervenir qu'à très court terme en réagissant aux différentes annonces pour le moment. Mais on ne peut pas avoir une réelle vision, savoir si avoir un réel biais haussier ou baissier. On attend l'annonce des États-Unis. Certes, il y aura des mouvements suite à cette annonce. Ça peut être en partie intégré dans les cours, donc très difficile de se baser uniquement là-dessus, hein, car effectivement, on a eu une baisse conséquente et c'est cette éventualité d'une libération coordonnée des réserves stratégiques de pétrole qui a entraîné cette baisse. Donc c'est en partie intégré dans les cours. Donc prudence, il faudra peut-être attendre les prochaines déclarations qui seront de l'OPEP+, pour envisager une hausse des cours du pétrole. Alors voilà ce qui va influer sur les cours du pétrole lors des prochaines séances. On va s'intéresser au blé. Vous voyez le blé, j'ai beaucoup insisté sur ce graphique en données mensuelles. On est déjà à 854 dollars par boisseau. Prochaine cible, 934. Ici, pour le blé, on attend un rallye considérable. Un rallye qui pourrait nous propulser vers des records historiques. Donc, c'est je pense, une configuration qui devrait... un scénario qui devrait se réaliser. Hein. Ici, on table pour une réplique du scénario de 2007-2008 qui a abouti à des sommets. Et ici, effectivement, cela pourrait se concrétiser très bientôt. Hein. Vous voyez, une belle dynamique haussière ici pour le blé en données journalières. On a également le copper, hein, on est en attente. Ici, c'est aussi, on a un nuage qui vient renforcer, donc on peut s'attendre à une hausse prochainement. Le mieux serait un franchissement de la Kijun, et là, effectivement, c'est reparti pour aller chercher les 10 714. C'est notre premier E. Je vous rappelle qu'ici, nous avons 3 cibles, E1, E2 et E3. De la même manière hein, que pour le maïs, nous avons 3 cibles, E1, E2 et E3. Première cible à 600, la seconde à 650, la troisième à 700. On attend sagement une nouvelle impulsion haussière. On passe sur le marché d'échange. On va commencer par le graphique du dollar américain. Vous voyez, on en est très proche hein, de l'objectif théorique. Lorsqu'on en parlait, on était aux alentours de la ligne de coup. Hein, ici, on a un double creux, vous voyez. On était aux alentours de la ligne de coup. On a eu le pullback, on a marqué une pause. Et c'est depuis ce moment-là qu'on en parle. Alors, le dollar va très certainement freiner hein, sa hausse très prochainement. À quel moment? Au moment où la lagging span va tenter de sortir du nuage. Donc là, on pourrait imaginer une consolidation aux alentours des 96-83. Donc je pense que la plupart de la hausse est déjà derrière nous et c'est déjà énorme hein, parce qu'effectivement, lorsqu'on en parlait au moment du franchissement de la ligne de coup, on était bien loin de l'objectif théorique qui était relativement éloigné. Mais il faut tout de même garder à l'esprit, et là je vais revenir dans le passé, on fait beaucoup de comparaisons avec le passé aujourd'hui. Vous voyez la dernière fois qu'on a eu un tel scénario, vous voyez cette hausse, ce qui pourrait correspondre à la hausse actuelle des cours, hein, je vais essayer de mettre un petit rectangle vert. Voilà, on serait à ce niveau-là pour le moment. Et donc, le dollar américain pourrait marquer une pause, comme ici, très précisément. La dernière fois, c'était parce que les cours étaient dans le nuage et il fallait en sortir. Et cette fois-ci, ça pourrait être à cause de la lagging span parce qu'elle aura du mal à sortir du nuage. Mais après cela, ce que l'on a pu constater sur le dollar américain, c'est la construction d'un canal haussier, donc une hausse qui était beaucoup plus régulière. Et c'est quelque chose que l'on pourrait voir à nouveau sur le biais vert. Donc, effectivement, la hausse la plus puissante a déjà eu lieu, mais on pourrait s'installer à des niveaux relativement élevés, aux alentours des 96-80, pour construire une tendance haussière un peu plus régulière. Donc voilà si on se base sur l'historique, mais concrètement ce scénario serait tout à fait plausible, parce que s'il venait à se réaliser, cela permettrait à la lagging span de sortir du nuage par le haut, et ce n'est qu'à ce moment-là que le signal Ishimoku d'achat aura été validé. Donc on aurait encore les perspectives haussières resteraient d'actualité. Donc voilà pour le billet vert, et vous l'aurez compris, cela n'arrangera pas l'euro-dollar parce que nous avons un euro qui souffre, nous avons un dollar qui est très fort, et donc l'euro-dollar 1,12.
56. L'euro-dollar qui a des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis l'été 2020. Et si on venait à casser les 1,1180, dans ce cas-là, effectivement, hein, c'est direction les indices. On n'y est pas encore, mais imaginez que le scénario haussier de l'euro-dollar venait à se réaliser. Effectivement, il ne serait pas étonnant de voir un euro-dollar à 1,10. On est déjà à 1,1250. Hein, donc, effectivement, on n'est pas loin des 1,10 lorsqu'on se dit que très récemment, on était à 1,17 pour l'euro-dollar. GBP-USD. GBP-USD également sous pression, sur support, cassure du support pourrait nous entraîner à 1,3180. Hein, je vous refais pas le topo. Ce qui est intéressant face au mouvement qu'il y a eu sur le pétrole, c'est l'USD CAD. Vous voyez, on a un très beau signal d'achat sur l'USD CAD. Sortie de nuage par le haut, validation de la Chikou-Span. Et ici, on peut s'attendre à un USD CAD qui va chercher les 1,28. Hein, donc les 1,28, c'est une première cible. On est à 1,2730, 1,28, voire 1,2840. Donc des perspectives haussières ici pour l'USD CAD. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de mouvements et d'ailleurs, on est en train de s'effondrer. Alors, très rapidement, avant de mettre un terme au Good Morning Market, je reviens ici, vous voyez, avant la publication allemande, on va directement à la Kijun. Hein, c'est le support que l'on avait annoncé. On y va. On n'a toujours pas publié le chiffre allemand. Donc, visiblement, hein, la prudence est de mise. Et d'ailleurs, j'y pense. Alors, excusez-moi, hein, sans transition, je reviens sur le gold. Parce qu'effectivement, ce qu'il est intéressant de noter sur le gold en données journalières, la hausse ne s'est pas arrêtée dans le vide hein, ici. Il faudrait s'intéresser aux données hebdomadaires. Donc, on va ajouter un Ishimoku en hebdo. Et on va voir effectivement que ce qui s'est passé, je vais garder que le nuage ici. Donc, pour ajouter, ici c'est un graphique journalier, j'ajoute un Ishimoku hebdomadaire, je ne garde que le nuage. C'est sur intervalle que je peux choisir hein, sur quelle unité de temps je veux calculer mon Ishimoku. Vous voyez ce qui a stoppé à la hausse, c'est mon nuage hebdomadaire. Et là, on en est où? On est au bord du bas du nuage. Donc, vous l'aurez compris, hein, ce serait un signal hebdo, hein, une cassure de ce niveau, un passage sous le seuil psychologique des 1800 $ l'once. J'avais oublié de vous en parler. Donc très intéressant de voir cela, d'avoir cette dimension hebdo, cette dimension journalière également. Donc bon, allez, on met un terme hein, une fois pour toutes à ce Good Morning Market. Dans une minute, publication du chiffre allemand et ça pourrait ne pas arranger les choses. On est à 15 900 points pour le DAX, une séance qui pourrait être clairement baissière, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une très bonne journée et on se donne rendez-vous dès demain pour faire le point sur les marchés. Au revoir.